Il y a, dans certains quartiers oubliés des grandes villes, des visages que l'on croise tous les jours sans jamais les regarder. Des présences discrètes, effacées, comme des fantômes vivants, que l'on contourne sans même s'en apercevoir. À Marseille, dans les entrailles d'un quartier que les touristes ne visitent jamais, vivait un homme de cette trempe. Un homme de silence, de poussière, et de solitude. On l'appelait Nassim. Ou plutôt, le muet. Le sourd. Parfois le dérangé, parfois le pauvre, mais jamais par son prénom. Il portait, été comme hiver, un vieux manteau noir, râpé, troué au coude gauche, avec un col toujours relevé, comme s'il cherchait à se cacher du monde. Ses pas étaient lents, mesurés, presque religieux. Il marchait en traînant légèrement le pied droit, et portait toujours avec lui un grand sac plastique, plein d'objets sans valeur, morceaux de métal, bouts de bois, tissus abandonnés. Personne ne savait ce qu'il en faisait. Personne ne lui posait la question. Les enfants du quartier le regardaient avec cette cruauté innocente que seuls les très jeunes peuvent se permettre. Ils le suivaient parfois à distance, lui lançaient des cailloux, ou des moqueries, sans jamais recevoir la moindre réaction. Les adultes, eux, l'ignoraient. Pas par méchanceté. Plutôt par habitude. Par fatigue. Parce que dans ce quartier, chacun portait ses propres blessures, et que celles des autres n'avaient pas leur place. Mais si l'on avait pris le temps de s'arrêter, juste une minute, de le regarder vraiment, de plonger dans ses yeux noirs, profonds, marqués par l'ombre, on y aurait vu quelque chose de plus lourd que la simple misère. On y aurait vu le poids d'un passé qu'il ne disait plus. On y aurait vu la cendre d'une vie brûlée. Car Nassim n'était pas né sourd. Ni muet. Ni fou. Autrefois, il avait été un père, un mari, un ouvrier apprécié, un homme simple, droit, respecté par les siens. Mais tout cela s'était envolé, 15 ans plus tôt, lors d'un incendie tragique qui avait ravagé son immeuble. C'était une nuit glaciale d'hiver. Les pompiers étaient arrivés trop tard. Les cris de ses enfants s'étaient éteints dans la fumée. Le visage de sa femme, figé dans la terreur, fut la dernière chose qu'il vit avant que le toit ne s'effondre. Lui seul survécut. Le feu lui arracha l'ouïe. Le choc lui déroba la voix. Et la vie, le reste. Depuis ce jour, il n'avait plus prononcé un mot. Il ne répondait plus aux regards, ni aux appels. Il vivait dans une pièce minuscule, au fond d'une cour insalubre, entourée de bricoles, de bouts d'œuvre qu'il assemblait en secret. Son univers n'avait plus de son. Plus de cris. Plus de musique. Seulement le silence. Et le temps. Pendant que Nassim vivait dans l'ombre, une autre figure s'imposait dans la lumière. Monsieur Adrien Delvigne. Costume bleu nuit, cravate assortie, lunettes en écaille, parfum de luxe et sourire carnassier. Il était conseiller municipal depuis plus de 10 ans, et dans le quartier, son nom résonnait avec une autorité que peu oser défier. Il se présentait comme le protecteur des petites gens, l'ami des locataires, le réformateur bienveillant. Il serrait des mains, offrait des paniers repas pour les fêtes, faisait de beaux discours devant les caméras locales. Mais, dans les coulisses. Dans les ruelles sans caméra. Dans les couloirs d'immeubles délabrés où les murs pleurent l'humidité. Delvigne était un tout autre homme. On racontait qu'il faisait pression sur les familles endettées pour qu'elles quittent leurs appartements. On murmurait qu'il touchait des commissions pour chaque immeuble abandonné, chaque bâtiment rasé, chaque terrain livré aux promoteurs. Les petits loyers devenaient des dettes impayables. Les expulsions tombaient sans explication. Et, un à un, les anciens du quartier disparaissaient. On les remplaçait par du béton blanc, des façades modernes, des boutiques bio, des locataires nouveaux venus, propres, jeunes, avec des trottinettes électriques et des cafés à 8 €. Le vieux quartier changeait de peau. Et ceux qui osaient s'opposer à ce changement se retrouvaient face à des menaces, des contrôles, ou des silences administratifs inexplicables. C'est dans ce décor, entre béton neuf et ruines anciennes, entre silence imposé et colère rentrée, que le destin de Nassim croisa celui de Delvigne. Une nuit d'octobre. Froide, humide, sans lune. Nassim, comme souvent, fouillait les poubelles derrière l'ancien bâtiment administratif. Il cherchait du métal. Des bouts de ferraille. De quoi sculpter une nouvelle pièce. Il s'était glissé dans une impasse, dissimulé derrière un vieux conteneur. Et là, il vit 2 silhouettes. Une valise. Une poignée de main. Un échange rapide. Puis des mots, qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il voyait.
Les gestes, les regards, les enveloppes, tout parlait. Et surtout, le visage de l'un des hommes. Delvigne. En chair et en os. Reconnaissable à sa mèche peignée, à son imperméable beige, à sa montre brillante. Et dans ce visage, ce soir-là, Nassim vit autre chose. Il vit l'arrogance. L'impunité. L'indifférence. La même indifférence que celle des pompiers, 15 ans plus tôt, qui étaient arrivés trop tard. La même indifférence que celle des autorités, qui n'avaient jamais expliqué pourquoi l'immeuble avait brûlé. Et quelque chose se fissura. Dans le silence, une étincelle naquit. Une étincelle de lucidité, de colère, de justice. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Il ne savait pas encore que cette nuit serait le début d'une légende. Mais il savait qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Pas cette fois. Pas encore. Et dans le silence, il se leva. Pendant des jours, Nassim ne sortit plus. Pas un pas dehors. Pas un geste dans la rue. Ceux qui avaient l'habitude de l'apercevoir au détour des trottoirs se dirent simplement qu'il était parti, ou peut-être mort. Mais dans sa chambre aux murs fissurés, entre une table bancale et des piles de journaux entassés depuis des années, Nassim travaillait. Silencieusement. Obstinément. Avec une lenteur religieuse. Il n'avait pas besoin d'entendre les sons du monde, ni d'écouter les radios locales pour savoir ce qui se tramait. Il avait vu. Il avait compris. Et désormais, il façonnait sa réponse. Il rassembla des morceaux de verre qu'il avait trouvés sur un chantier. Des éclats tranchants, colorés, lumineux. Il les lava un à un. Il les assembla comme un puzzle. Il tordit des fils de cuivre, coupa du carton épais, cloua du bois, dessina à la craie, colla des lettres découpées dans des vieux journaux, rapiéça du tissu noirci, et recouvrit le tout de peinture de fortune, faite à base de charbon broyé et d'huile de moteur. Pendant des semaines, jour et nuit, il sculpta, colla, grava, décora. Mais ce n'était pas une œuvre pour exposer. C'était un cri. Un cri qui ne passait pas par la bouche, mais par les mains. Un cri qui ne cherchait pas à faire du bruit, mais à secouer les consciences. Il appelait cela le mur. Et puis, une nuit froide, semblable à celle où tout avait commencé, il sortit. Il attendit que les réverbères clignotent, que les rideaux des fenêtres se ferment, que les pas dans la rue se fassent rares. Il tira une grande bâche roulée sur un vieux chariot, qu'il traînait comme une relique, puis marcha lentement jusqu'à la place centrale du quartier. Là, devant l'ancien mur d'une épicerie fermée, juste en face du bâtiment où Delvigne tenait parfois ses réunions publiques, il s'arrêta. Il déroula la toile. La fixa au mur. Et disparut. Le lendemain matin, les premiers passants s'arrêtèrent, figés. Puis d'autres. Puis d'autres encore. Bientôt, tout le quartier était rassemblé devant le mur. Et sur cette fresque sauvage, terrible et grandiose, on voyait une scène, impossible à ignorer. On y reconnaissait un homme en costume beige, tenant une valise pleine d'argent, tendue à une silhouette sombre, au milieu d'immeubles en flammes. Des enfants pleuraient en arrière-plan, des mères hurlaient, les murs s'écroulaient, et, au-dessus de tout, flottait une banderole faite de lettres rouges découpées dans des affiches. Ceux qui n'ont pas de voix peuvent toujours montrer la vérité. Le choc fut immédiat. Les langues se délièrent. Des anciens du quartier commencèrent à raconter leurs histoires, leurs expulsions, leurs lettres de menaces. Des mères parlèrent de leurs enfants malades à cause des moisissures, des pères racontèrent leur nuit passée à dormir dans leur voiture après avoir perdu leur logement. Un journaliste local, alerté par une photo partagée sur les réseaux, fit un reportage. Puis une chaîne nationale. Puis les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le visage de Delvigne apparut, jour après jour, non plus comme celui d'un héros politique, mais comme celui d'un prédateur social. Alors, une enquête fut ouverte. Discrète au départ, puis brutale. Les documents affluèrent. Les témoignages se multiplièrent. Les transferts d'argent furent retracés. Les appels enregistrés. Et, dans les bas-fonds des transactions immobilières, un véritable réseau de corruption fut mis au jour. Delvigne fut arrêté. Menotté au petit matin, sous les cris amers de ceux qui l'avaient écrasé pendant des années. Il tenta de nier, bien sûr. De se défendre. De dire qu'il ne connaissait pas cet homme, Nassim. Qu'il n'avait jamais vu ce mur. Que tout cela était une manipulation. Mais face aux preuves, aux archives, aux mémoires réveillées,
il ne restait plus rien à dire. Il fut démis de ses fonctions. Jugé. Condamné. Et le quartier, lui, retrouva un peu de souffle. Pas une révolution. Pas un miracle. Mais un souffle. Les expulsions furent suspendues. Les projets immobiliers stoppés. Un comité citoyen fut créé. Et les habitants commencèrent, lentement, à se réapproprier les lieux. À repeindre les murs. À retaper les bancs. À parler entre eux. Et Nassim? Nassim resta dans l'ombre. Fidèle à lui-même. Il refusa toutes les caméras, tous les honneurs, tous les journalistes. Il ne donna aucune interview. Mais lors d'un rassemblement populaire, organisé en son honneur sans qu'il ne l'ait jamais demandé, il se leva. Sur la petite scène improvisée, au milieu des applaudissements, il s'avança, tenant une simple ardoise en ardoise noire, sur laquelle il avait inscrit à la craie. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est votre silence qu'il fallait briser. Et ce soir-là, dans ce quartier qu'il avait si longtemps ignoré, tout le monde resta silencieux. Non par indifférence. Mais par respect. Depuis ce jour, le mur de Nassim a été conservé, protégé derrière une vitre. On y emmène les enfants pour leur raconter l'histoire du muet qui a fait tomber un géant. Et, dans tout Marseille, on dit désormais: fais attention à ceux que tu ne regardes pas, car ce sont eux qui finissent par te renverser. Et vous? Qui croisez-vous chaque jour sans jamais les voir? Qui ignorez-vous, alors qu'ils portent en eux une vérité qui pourrait tout changer? Cloche, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, bouleversantes ou inspirées, racontées avec émotion, silence et justice.